Le grand mensonge des voitures, LED, l'explication que personne ne donne. La fin du beau. Pourquoi l'industrie automobile européenne se sacrifie? La vraie raison pour laquelle les voitures européennes sont devenues si laides. Souvenez-vous de l'époque où les voitures européennes dictèrent le beau. L'Italie faisait battre les cœurs, l'Allemagne alliait la précision à l'allure, et la France donnait ce « je ne sais quoi » de charme aux formes les plus simples. Le constat actuel est brutal. Des calandres géantes, béantes comme des narines en colère. Des prises d'air factices à chaque coin de rue. Des SUV au volume fondu qui ressemblent à des pains de savon. Ce n'est pas une simple affaire de goût, c'est une crise de design systémique qui mine l'industrie européenne. Et le point le plus grave, c'est que ce n'est pas un accident. Les décideurs savent exactement ce qu'ils font. Cette perception n'est plus isolée, elle est désormais mesurée. Ces dernières années, les études auprès des acheteurs confirment que le rejet esthétique pèse lourd dans la décision. Des tests de suivi oculaire menés sur des panels révèlent une réalité gênante. Face aux modèles récents, le regard glisse, se détourne et cherche refuge sur les références plus anciennes mises en comparaison. Quand le cerveau refuse instinctivement une face avant, c'est l'échec au niveau le plus basique du design. Les exemples sont flagrants et touchent les piliers de l'industrie. Chez BMW, la célèbre double calandre a enflé jusqu'à l'obsession. Mercedes a théorisé la sensual purity et l'a traduite par des silhouettes tellement lissées qu'elles en perdent leur tension visuelle. Peugeot, sur la 308, a habillé le nez d'une fausse grille dont l'unique fonction est de piéger les insectes. Nous ne sommes plus dans la subjectivité. Nous constatons des artifices répétés, une surenchère d'ornements qui masquent une pauvreté fondamentale des proportions. Ce décrochage esthétique n'est pas un caprice d'amateur. Il marque un point bas historique. L'Europe, qui a dicté le goût automobile mondial pendant des décennies, s'enlise dans des codes creux et des effets faciles. Et ce constat n'est pas qu'une affaire d'image. Il a des conséquences économiques directes. C'est ce que nous allons voir. L'impact financier est brutal. Depuis l'introduction de son nouveau langage controversé, BMW a vu ses ventes reculer en Europe. Mercedes a perdu du terrain sur son cœur de marché, les berlines. Et chez Peugeot, la part de marché est passée de 7,2% à 5,8% en seulement 3 ans. La laideur n'est pas un simple agacement visuel, c'est une erreur commerciale qui se chiffre. Car voici la thèse, celle que l'on ose peu dire. Ces voitures ne sont plus dessinées pour nous, les Européens. Elles sont pensées d'abord pour la Chine. Tout le reste s'aligne. La Chine est le premier marché mondial, avec 28 millions de véhicules par an, écrasant les 15 millions du marché européen. Les priorités suivent l'argent. Or, les codes du luxe chinois ne sont pas les nôtres. Calandres immenses pour signifier le prestige. Chrome omniprésent parce qu'il flash en photo. Des SUV plus imposants qu'élégants. Ce qui fonctionne à Shanghai paraît souvent caricatural à Stuttgart. Et ce n'est pas une théorie. BMW l'a reconnu publiquement. En 2023, Adrian Van Hooijdonk, patron du design, a confirmé que l'élargissement de la double calandre répondait aux demandes des réseaux chinois. Le groin de cochon des M3 sur M4 Oni en Europe est un succès commercial en Chine. Les ventes chinoises de M4 dépassent à elles seules celles de toute l'Europe cumulée. Chez Mercedes, le QS adopte des surfaces lisses parce que les acheteurs chinois associent cette pureté à la technologie. La grille traditionnelle, ADN de la marque pendant un siècle, s'efface. Elle est jugée trop classique par une clientèle qui veut du neuf immédiatement. Ce pivot ne se limite pas à BMW ou Mercedes. Un brief interne du groupe Volkswagen, divulgué dans la presse allemande, le confirme. Les nouveaux modèles doivent d'abord plaire aux villes chinoises de rang 1. Les préférences européennes sont reléguées au second plan. En clair, l'identité esthétique européenne est sacrifiée sur l'autel d'un marché devenu prioritaire. L'excuse la plus fréquente? Les normes. On entend partout que les voitures sont laides à cause de la réglementation. C'est en grande partie un écran de fumée. Oui, les règlements imposent des zones d'impact, des hauteurs de capot et des dégagements sous la tôle. Mais rien, absolument rien, n'oblige à casser les proportions. La preuve est sous nos yeux. Une Mazda MX-5 ou une Alpine A110 respectent toutes les exigences, tout en restant superbes. La vraie différence ne tient pas à la contrainte. Elle tient à l'investissement consenti en ingénierie.
Respecter élégamment ces contraintes suppose des solutions coûteuses, capots actifs, cinématiques de charnière complexes, un packaging millimétré. La solution moche est plus simple. On relève tout, on ajoute des habillages plastiques, on crée de vastes volumes vides. C'est environ 75% moins cher, et cela détruit l'assise visuelle de l'auto. Prenez la Mercedes classe A. Son nez haut et obtus n'est pas imposé par la réglementation. C'est la voie bon marché pour cocher la case conformité. A l'inverse, Ferrari a dessiné la Roma avec un capot bas et magnifique, tout en respectant les mêmes normes. Pourquoi cet écart de résultat? Parce que Ferrari dépense environ 12 000 € par voiture en ingénierie de sécurité. Mercedes, pour sa classe A, n'en met que 1 200 €. Le rendu final parle de lui-même. Les chiffres internes confirment ce calcul. Chez Stellantis, des documents révèlent une économie d'environ 380 € par véhicule lorsqu'on choisit des solutions de conformité basiques plutôt que des solutions optimisées esthétiquement. Multipliez cela par des millions d'unités et vous comprenez le mobile. On privilégie la marge, on sacrifie les lignes, puis on accuse Bruxelles. La vérité, c'est un arbitrage comptable déguisé en fatalité réglementaire. Rien ne symbolise mieux la faillite actuelle que ces fausses pièces omniprésentes. Faux conduits de frein, fausses sorties d'échappement, faux diffuseurs, fausses grilles. Les journalistes ont compté jusqu'à 17 éléments factices sur une seule compacte sportive récente. Leur seule fonction? Maquiller la réalité. Au départ, c'était du cost killing. C'est devenu une maladie. La logique est simple. Un conduit fonctionnel exige des études, des tests, de l'aérodynamique, des matériaux adaptés. Un faux conduit, c'est du plastique moulé et collé. Chaque pièce de théâtre économise environ 45 € en développement et 12 € en production. Multipliez cela par 10 ou 15 artifices et vous obtenez près de 855 € d'économie nette par voiture. L'illusion rapporte, mais elle coûte cher à l'image. Le phénomène fausse la perception même de la sportivité. On vend l'allure sans la mécanique. La Civic Type R affiche des ajouts décoratifs pour mimer l'agressivité. La 45 AMG entoure des ouvertures factices d'un pseudo-carbone. On cosplay la performance. Et le client le sent. Le retour d'expérience est sévère. Une étude menée à Munich a démontré que, lorsqu'un acheteur découvre ces éléments factices, sa satisfaction chute d'un tiers. Sa probabilité de racheter la même marque s'effondre de moitié. Il se sent trompé parce qu'il l'a été. Design sport sur la brochure, accessoire de console de jeu dans la réalité. Et ne croyez pas que le haut de gamme soit épargné. La BMW M340i cache ses véritables échappements sous des embouts décoratifs. Le Macan d'entrée de gamme adopte des écopes de frein trompe-l'œil. Quand Porsche lui-même se met à simuler la fonctionnalité, on comprend que la logique d'économie a définitivement pris le dessus sur l'honnêteté du dessin. Voici le chiffre qui explique en grande partie la crise. 54%. En Europe, les SUV et crossovers représentent désormais plus de la moitié des ventes neuves. Cette bascule entraîne d'abord une conformité industrielle. La pression financière achève le travail. Développer une plateforme dédiée coûte des milliards. Alors on mutualise. Le groupe Volkswagen décline son architecture MQB de l'Audi Q3 au Škoda Karoq chez Stellantis. Une seule base sert jusqu'à 16 SUV sur 6 marques différentes. Inévitablement, quand on part du même squelette, on finit par dessiner la même voiture avec un autre logo. Cette obsession du SUV a un coût direct. Elle a tué la variété. L'Alfa Romeo Giulietta, le Volkswagen Scirocco ou la Renault Megane Coupé ont disparu. Sacrifiés au profit d'engins plus rentables, Ford a enterré les icônes Fiesta et Focus pour produire davantage de Kuga et de Puma. La variété s'éteint méthodiquement au profit d'une conformité profitable. L'aérodynamique impose la dernière couche de vernis uniforme. Pour tenir les objectifs de CO2, ces véhicules haut perchés doivent adopter les mêmes solutions. Formes en gouttes d'eau, surface lissée, angle dicté, dessous caréné. Ils doivent descendre sous un CX d'environ 0,30. La physique ne se négocie pas. Résultat, les silhouettes convergent. À 50 mètres, distinguer un Peugeot 3008 d'un Seat ATK devient un exercice d'initié. Ce n'est pas un hasard. C'est la conséquence logique du partage industriel et des lois de la physique. Ouvrons la portière d'une européenne récente. Le décor est le même. Des dalles géantes, partout. Mercedes déroule un hyperscreen de 56 pouces BMW enroule un large affichage incurvé.
Volkswagen a quasiment banni les boutons physiques au profit de commandes tactiles. Ce n'est pas seulement discutable sur le plan esthétique, c'est une aberration ergonomique. Deux moteurs expliquent cette inflation numérique, la réduction des coûts et encore une fois, la priorité donnée à la Chine. Un grand écran pilotant tout revient bien moins cher que des dizaines d'interrupteurs physiques. Un écran, un calculateur, une infinité de menus. L'économie est immédiate. Chez Volkswagen, la suppression des commandes classiques permettrait d'épargner 340 € par voiture. Côté marché, la clientèle jeune en Chine associe directement la taille de l'écran à la modernité. Une planche de bord en mur d'image fait vendre l'Europe suit, bon gré, mal gré. Le prix esthétique est lourd. Ces moniteurs géants cassent l'harmonie des volumes et transforment les habitacles en lounge impersonnels. L'intérieur de l'EQS ressemble à un calque de Tesla pour un tarif triple. Chez BMW, l'ergonomie légendaire orientée vers le conducteur cède la place à une mise en scène façon poste de jeu. Mais c'est l'usage au quotidien qui paie le vrai prix. Les études le prouvent. Les interfaces tactiles détournent le regard plus longtemps que des commandes physiques. Régler une température via un sous-menu prend plusieurs fois plus de temps qu'un simple geste sur une molette. C'est factuel. Résultat, de la photo qui claque en concession, mais une vie à bord moins sereine et objectivement moins sûre. Voilà la logique qui s'impose. Optimiser la première impression, celle qui se photographie bien, quitte à sacrifier la lisibilité et la sécurité. L'automobile troque la cohérence du dessin contre un argument marketing lumineux. Et c'est ainsi que l'on fabrique des cockpits spectaculaires, mais fatigants. Faites le test, enlevez les logos. Vous verrez que la plupart des modèles récents deviennent interchangeables. Les marqueurs identitaires disparaissent. Le fameux Hofmeister Kink, le décroché de custode de BMW, s'est estompé. Les proportions magistrales qui faisaient la tenue d'une Mercedes sont bousculées. Et chez Citroën, le grain de folie à la française s'est lissé jusqu'à disparaître. Ce n'est pas un accident, c'est une méthode. Quand un constructeur vise le même client à Munich, Mumbai et Mexico, il évite les partis pris trop marqués. Le résultat est un langage visuel affadi, calibré pour ne gêner personne. Les signes iconiques en font les frais. Le Scudetto, le triangle d'Alfa Romeo, a dérivé vers un bouclier générique. Lancia a vu ses détails raffinés engloutis sous des visages corporate décidés à l'échelle du groupe Stellantis. À chaque fusion, un peu de caractère s'évapore. La raison est, encore une fois, comptable. Des documents de stratégie indiquent qu'entretenir une identité forte et différenciée selon les marchés coûte environ 23% de plus qu'un dessin unifié à l'échelle mondiale. Rapporté à une production de 2,5 millions de véhicules, cela représente des milliards. Alors les doubles calandres s'agrandissent, mais se banalisent. Les étoiles grossissent, mais perdent leur sens. La couleur suit la même pente. 74% des voitures vendues en Europe sont blanches, noires ou grises. Pourquoi? Parce que les teintes vivantes sont facturées entre 800 et 2000 €, ce qui pousse la majorité vers la monotonie. Les routes deviennent des cortèges uniformes parce qu'un tableur a jugé que la variété nuisait à la valeur de revente. Voilà comment on passe d'écoles stylistiques fortes à un discours commun, prudent et sans relief. En nivelant l'expression au nom de l'efficacité globale, l'industrie a activement dilué ce qui faisait l'âme de ses marques. Soyons justes, tout n'est pas qu'un prétexte. Certaines règles imposent réellement des solutions qui abîment les formes. L'exigence des feux diurnes a façonné ces sourcils LED qui parasitent de nombreuses faces avant. L'ajout de caméras et de capteurs boursoufle pare-chocs et boucliers. Et surtout, l'emplacement réglementé des plaques minérales vient casser des calandres longuement travaillés. Le résultat est frustrant. On dessine une façade harmonieuse, puis on est obligé d'y coller un rectangle au milieu. L'exemple le plus flagrant est l'Alfa Romeo Giulia. Son triangle si pur se retrouve entaillé par l'obligation de la plaque frontale. Les normes d'émission poussent elles aussi à simplifier. Elles ont de facto banni les phares escamotables et les prises d'air trop agressives, l'aérodynamique prime. Un style à la Countach, avec ses ailes spectaculaires, serait aujourd'hui hors jeu. Les normes de choc latéral ont également alourdi les architectures. Montants épaissis, portes renforcées, fenêtres sans cadre devenues rarissimes. Les silhouettes gagnent en protection ce qu'elles perdent en grâce, au point de donner parfois cet air de bunker. Le fond du problème, c'est que l'esthétique n'entre nulle part dans les équations réglementaires. Ces textes sauvent des vies.
et c'est essentiel. Mais, additionnées les unes aux autres, ces exigences contraignent à tel point les volumes que les designers finissent par lever les bras. Comme nous l'avons vu, il n'y a aucune obligation d'en laidir. Il y a simplement une longue série de contraintes techniques non pensées pour le dessin. Et c'est ainsi que des choix légitimes finissent par tordre des lignes qui ne demandaient qu'à rester belles. La transition électrique n'arrange rien, elle amplifie la crise, car une large partie de cette dérive est volontaire. L'obsession de nombreux constructeurs est qu'un VE doit faire futuriste. Résultat, des objets hors sol, comme le BMW iX au volume maladroit ou l'EQS de Mercedes lissé à l'extrême. L'objectif n'est pas le beau. L'objectif est de paraître moderne en fabriquant du différent. Certes, les contraintes techniques existent. Les batteries imposent des planchers hauts qui cassent les proportions. L'absence de moteur favorise des architectures cab-forward qui évoquent le monospace. Au final, beaucoup de VE ressemblent à des appareils électroménagers, hésitant entre plusieurs langages. Mais le point le plus frustrant, c'est que cette étrangeté est souvent inutile. La Honda E a prouvé qu'un VE peut être superbe en restant une belle voiture, tout simplement. Pourtant, les marques s'obstinent. La famille ID de Volkswagen s'éloigne délibérément des modèles à succès qui l'ont précédé. La gamme électrique de BMW renonce à ce qui faisait son attrait visuel. Car une part de la stratégie est profondément cynique. Si une Golf électrique ressemblait à une Golf, comment justifier les 10 000 € d'écart? Alors, on la rend alien. Et on appelle ça le progrès. Les calandres fermés cristallisent cette dérive. Oui, un VE a moins besoin d'air, mais ce n'est pas une raison pour coller une plaque de plastique lisse à la place d'un visage. La preuve, Porsche a réussi à faire d'une Taycan une vraie Porsche. Genesis signe des électriques élégantes avec des traitements de face avant sophistiqués. Ceux qui aboutissent à des masques muets font un choix. Ils choisissent la facilité au lieu de la cohérence. Derrière chaque choix disgracieux, il y a un tableur. Le verre courbe, magnifique, coûte trop cher. On le remplace par des panneaux plats. Les lignes de jonction intéressantes exigent une fabrication précise. On masque les jeux avec du plastique noir. Les baguettes en vrai métal valent 8 fois le chrome plastique. Devinez ce que vous aurez. Même les jantes s'alignent. Des dessins audacieux demandent des procédés coûteux. On sert donc le même motif turbine, vu et revu. Jusqu'au poignet, une belle poignée affleurante coûte environ 140 € de plus qu'une simple pièce en plastique. La beauté perd face à la ligne, coût, et quand plusieurs modèles partagent la même base technique, le dessin part battu d'avance. On hérite des mêmes points durs, des mêmes proportions, des mêmes limites. Vous ne pouvez pas dessiner un toit bas et étirer sur une plateforme pensée pour un SUV haut. La peinture subit le même nivellement. Les multicouches métallisées qui donnèrent de la profondeur disparaissent au profit de teintes monocouches, plates et sans richesse. Le résultat, une voiture neuve à 40 000 € peut afficher une qualité de vernis inférieure à celle d'une citadine des années 1990. Même l'acoustique altère les lignes. Le vrai vitrage feuilleté, lourd et cher, est remplacé par des déflecteurs externes qui enlaidissent les montants. C'est une mort lente par 1000 compromis d'économie. Les designers savent faire mieux. Mais à chaque étape, l'ingénierie de précision, la matière noble ou la solution élégante sont évincés par la cellule coût. Au bout du processus, la voiture a perdu ce qui la rendait désirable. Rien n'illustre mieux l'impasse actuelle que l'écart abyssal entre les concepts de salon et les modèles de série. Les premiers sont superbes, les seconds n'en gardent que l'ombre. À chaque étape, la productionnisation rabote la grâce initiale. Une ligne de toit qui allège la voiture, elle devient trop haute car elle relève le centre de gravité, des montants minces qui ouvrent l'habitacle. Il ne passe plus les normes de retournement. Un jeu de surface subtil, il coûte trop cher à emboutir. Au final, chaque détail jugé non essentiel disparaît et l'ensemble perd son âme. Ce n'est pas une théorie, c'est un processus. Une proposition arrive sur la table, les ingénieurs cochent la sécurité, les avocats verrouillent le risque, les financiers tranchent ce qui renchérit, les responsables régionaux imposent leurs préférences. La chaîne est implacable. L'aveu le plus terrible vient d'un designer Citroën. Il l'a dit crûment. Il est fier de ses concepts, mais il n'ose pas mettre les véhicules de série récents dans son portfolio.
Quand un designer n'assume plus ce qui sort de l'usine, c'est que le système est cassé. L'organisation du pouvoir a changé. Hier, des figures tutélaires donnaient en la ligne et signaient une vision. Aujourd'hui, l'esthétique se décide en comité, avec parfois un manager du marché chinois disposant d'un droit de veto sur des éléments clés. Une analyse de coût balaie une idée en quelques cellules Excel. Un focus group de non-passionnés édulcore tout parti pris. Les rares créatifs qui tiennent bon sont cantonnés à des séries spéciales. Celles-ci prouvent que les marques savent faire, mais choisissent de ne pas le faire au quotidien. Cette logique finit par user les talents. De jeunes designers quittent l'automobile plus tôt, préférant dessiner du mobilier plutôt que de mener des batailles perdues d'avance. L'industrie garde les compétences, mais elle leur met des œillères. On sécurise, on standardise, on rentabilise. La beauté, elle, s'érode à chaque arbitrage. Mais voici la vérité qui dérange. Nous avons tous une part de responsabilité. Beaucoup disent vouloir des voitures belles, puis achètent des SUV anonymes. Le marché valorise la conformité et sanctionne le caractère. Les chiffres sont cruels. L'Alpine A110, superbe, s'est vendue à environ 3000 exemplaires en Europe l'an dernier. Dans le même temps, le Volkswagen T-Roc, nettement moins gracieux, a dépassé les 300 000 unités la Giulia peine quand le Stelvio, plus massif, s'en sort. Quand le pratique surclasse le beau dans un rapport de 100 pour 1, le message envoyé au constructeur est limpide. Ce décalage est confirmé par les études qualitatives. Dans les focus group, l'acheteur moyen place l'esthétique au 7e rang de ses critères, loin derrière l'espace à bord, la position de conduite haute, le volume de coffre et même les porte-gobelets. La beauté n'entre tout simplement pas dans le top 10. Le marché de l'occasion renforce cette logique. Une Alfa Romeo magnifique peut perdre 60% de sa valeur en 3 ans. Un Qashqai, pourtant banal, n'en cède qu'environ 35%. L'acheteur rationnel arbitre en faveur du pratique qui décote moins, contre le désirable jugé trop incertain. Et les réseaux sociaux enfoncent le clou. On juge une voiture à sa fiche technique et à la taille de ses écrans. Rarement à ses proportions, on photographie le volume de coffre. Les constructeurs s'adaptent. Ils optimisent pour l'instantané Instagram, plutôt que pour une cohérence esthétique durable. Pourtant, tout n'est pas perdu. Car quelques marques se battent encore pour le beau et prouvent que c'est possible, même avec les règles d'aujourd'hui. Mazda en est l'exemple le plus constant. La marque place le dessin au cœur du projet, puis force l'ingénierie à converger vers cet objectif. Résultat, des modèles harmonieux qui respectent toutes les normes sans renoncer aux proportions justes. C'est une méthode, pas un miracle. En France même, des acteurs le prouvent. Alpine a réussi avec l'A110 une sportive légère, conforme en tout point, mais d'une pureté rare. Et même les grands généralistes, parfois, se souviennent que l'allure compte. Les nouvelles Peugeot 408 et Citroën C4 laissent entrevoir un retour d'inspiration, des partis pris plus nets qui osent enfin plus que la moyenne. La leçon est claire. Quand on définit d'abord une intention esthétique forte et qu'on accepte d'y accorder les moyens, la contrainte n'écrase pas le dessin, elle l'affûte. Ce n'est pas la réglementation qui condamne la beauté, c'est l'arbitrage qui relègue le style au rang de simple variable d'ajustement. Ceux qui l'ont compris rappellent à toute l'industrie qu'un beau produit n'est pas un luxe accessoire. C'est un capital de marque et une promesse durable qui font revenir les clients. La solution exige d'abord un changement de regard chez les constructeurs. Un dessin distinctif crée de la valeur au-delà de ce que mesure un tableur. La beauté fidélise d'une manière qu'aucune promotion ne remplace. Elle transforme les clients en ambassadeurs. Tant que le style restera une variable d'ajustement, l'industrie récoltera des produits corrects, mais oubliables. Mais quand le projet commence par une intention esthétique claire, la contrainte ne détruit pas le dessin. Elle l'affûte. Le pouvoir des acheteurs est tout aussi décisif. Chacun de nous vote avec son portefeuille. Soutenir les marques qui placent le design en tête, accepter de payer pour une teinte vivante, préférer une berline bien proportionnée à un SUV anonyme. C'est envoyer un signal précis. Si l'on récompense la facilité, on obtient la facilité. Si l'on valorise l'allure, on force l'offre à s'élever. Même les règles peuvent évoluer. Il ne s'agit pas de desserrer les normes vitales, mais d'introduire une exigence de qualité visuelle dans les arbitrages. Des revues de design, à l'image de ce qui se fait pour l'architecture, pourraient s'assurer que la conformité ne devienne pas synonyme d'enlaidissement par défaut. Enfin, la bascule électrique offre une fenêtre unique, une page presque blanche. C'est l'occasion de prouver qu'une voiture peut être à la fois sobre et superbe.
Les prochains lancements fixent les repères de la décennie. Soit on sort d'usine des objets efficaces et beaux, soit on grave dans le marbre la logique d'appareils ménagers roulants. Le choix se fait maintenant, modèle après modèle, décision après décision, et il dépend autant du courage des marques que de l'exigence du public. Une voiture n'est pas qu'un simple moyen de transport, c'est de la sculpture en mouvement, une source de joie quand elle est bien faite. Accepter des voitures LED, c'est accepter un monde plus triste. Quand tout finit par se ressembler, nos routes deviennent un paysage sans relief. Et chaque fois que l'on sacrifie l'élégance pour quelques euros, c'est nous tous que l'on appauvrit. L'Europe a longtemps donné le ton. L'Italie a porté la passion, l'Allemagne la précision, la France la fantaisie. Ce n'étaient pas des clichés, mais de vraies contributions à la culture. Aujourd'hui, cet héritage se dilue dans les tableaux Excel et les focus group. Pourtant, rien n'oblige à en rester là. La fatalité n'existe pas. La beauté et les normes peuvent coexister. L'efficacité et l'élégance ne sont pas ennemis. L'histoire s'écrit maintenant, modèle après modèle. Soit nous parlerons de ces années comme du moment où la beauté automobile a disparu, soit comme de l'instant où elle a été réinventée. Cela dépend du courage des industriels et de notre exigence, car défendre la beauté n'est pas un caprice. C'est choisir le monde dans lequel nous voulons circuler demain.